L'année 862 marque un tournant dans l'histoire de l'Europe de l'Est. Les tribus slaves qui peuplent les vastes plaines entre la Baltique et la mer Noire vivent depuis des années dans un chaos total. Pas de gouvernement centralisé, pas de loi commune, juste des clans qui se battent sans arrêt pour le pouvoir et les territoires. Les Slaves, les Tchouds, les Krivichi, tous ces peuples qui cohabitent dans la région se déchirent. Une famille attaque l'autre, des villages entiers brûlent et personne n'arrive à imposer l'ordre. Ces tribus payent déjà un tribut aux Varegs, ces guerriers scandinaves venus de Suède qui contrôlent les routes commerciales de la région. Mais cette année-là, les Slaves en ont assez. Ils chassent les Varegs et décident de se gouverner eux-mêmes. Mauvaise idée. Sans autorité forte pour maintenir la paix, la situation dégénère rapidement. Les conflits s'intensifient, les villages s'entretuent et la région sombre dans une guerre civile permanente. Les anciens se réunissent et prennent une décision qui changera l'histoire de ces terres pour toujours. Ils envoient naber des émissaires de l'autre côté de la mer Baltique avec un message simple mais révolutionnaire. Notre terre est grande et riche, mais il n'y a pas d'ordre. Venez régner sur nous et nous gouverner selon le droit. C'est l'appel qui va transformer ces terres sauvages en un empire puissant. Les émissaires reviennent avec Riourik et ses compagnons. Ce prince Vareg s'installe à Novgorod avec sa cour et établit le premier État russe. Son nom deviendra légendaire, mais c'est son successeur qui va vraiment bâtir l'empire. Riourik meurt en 879, laissant derrière lui un fils encore très jeune nommé Igor. Trop jeune pour régner seul. C'est là qu'entre en scène Oleg, probablement un cousin ou un proche de Riourik. L'homme qui va transformer une petite principauté du Nord en un empire capable de défier Byzance elle-même. Oleg n'est pas un inconnu quand il prend le pouvoir. C'est un guerrier expérimenté, un stratège qui a combattu aux côtés de Riourik. Les chroniques le décrivent comme un homme doté de capacités exceptionnelles, non seulement dans l'art de la guerre, mais aussi dans celui de la diplomatie et de la gouvernance. Les Slaves le surnomment Oleg le Sage, un titre qui en dit long. Chez les Vikings, la sagesse n'a rien à voir avec la philosophie ou la contemplation. Un homme sage, c'est un homme qui sait quand frapper, quand négocier, quand tendre un piège. C'est quelqu'un qui voit plusieurs coups d'avance, comme aux échecs. Et Oleg va prouver qu'il mérite ce surnom. Pendant 3 ans, de 879 à 882, Oleg consolide son pouvoir à Novgorod. Il fortifie la ville, organise son armée, établit des alliances avec les tribus voisines. Mais son regard se tourne vers le sud, vers Kiev, cette cité stratégique située sur le Dniepr, la grande route commerciale qui mène de la Baltique à la mer Noire et à Constantinople. Kiev n'est pas sous son contrôle. La ville est gouvernée par 2 chefs Varegs, Askold et Dir. Ces 2 hommes avaient servi sous Riourik avant de partir vers le sud avec leur propre bande de guerriers. Ils ont pris Kiev aux Slaves locaux et s'y sont installés comme maîtres. Ils se considèrent comme des princes indépendants et ne reconnaissent pas l'autorité d'Oleg. Pour Oleg, c'est inacceptable, pas seulement parce que son orgueil est blessé. Kiev contrôle la route commerciale la plus importante de toute l'Europe orientale. Celui qui contrôle Kiev contrôle le commerce entre le nord et le sud, entre les fourrures de Novgorod et les soies de Constantinople. Sans Kiev, Oleg ne règne que sur une principauté du nord isolée. Avec Kiev, il peut bâtir un empire. En 882, Oleg lance sa campagne. Ce n'est pas une simple expédition militaire, c'est une opération soigneusement planifiée qui va changer la carte politique de l'Europe orientale. Il rassemble une flotte impressionnante et descend le Dniepr avec son armée. Sa première cible à Smolensk, une ville importante sur la route commerciale. La ville tombe rapidement. Oleg n'a pas besoin de livrer un siège long et coûteux. Sa réputation le précède et les habitants préfèrent se soumettre plutôt que de résister. De Smolensk, il continue vers le sud. D'autres villes tombent l'une après l'autre. Mais Kiev reste l'objectif principal. Oleg sait qu'il ne peut pas simplement attaquer la ville de front. Askold et Dir ont eu des années pour fortifier leur défense. Un siège pourrait durer des mois et coûter des centaines de vies. Oleg décide d'utiliser une autre arme, la ruse. Il fait cacher ses guerriers dans les bateaux et s'approche de Kiev en se faisant passer pour un simple marchand. Il envoie un message à Askold et Dir, leur disant qu'il est un commerçant Vareg en route vers Constantinople
et qu'il aimerait les saluer avant de continuer son voyage. C'est une coutume normale entre Varegs, s'arrêter pour échanger des nouvelles, faire du commerce, boire ensemble. Askold et Dir sortent de la ville pour rencontrer ses visiteurs. Peut-être sont-ils trop confiants. Peut-être pensent-ils qu'aucun ennemi n'oserait les attaquer si près de leur base fortifiée. Ou peut-être sous-estiment-ils simplement Oleg. Quand ils arrivent au bord du fleuve, les guerriers d'Oleg surgissent de leur cachette. Les deux princes sont entourés en quelques secondes. Ils n'ont aucune chance de s'échapper ou de résister. Oleg sort alors et leur lance une accusation qui scelle leur destin. « Vous n'êtes pas de sang princier, je suis du vrai sang princier, et voici Igor, le fils de Riorik. » Il présente le jeune Igor qu'il a amené avec lui depuis Novgorod. La déclaration d'Oleg n'est pas juste une question d'orgueil, c'est une justification politique et légale de ce qui va suivre. En affirmant qu'Askold et Dir ne sont pas de lignée royale, il nie leur droit de régner. Et en présentant Igor comme l'héritier légitime de Riorik, il établit sa propre légitimité comme régent et protecteur du jeune prince. Askold et Dir sont exécutés sur place. Leurs corps sont enterrés sur les collines, surplombant Kiev. Un avertissement permanent à quiconque défierait l'autorité d'Oleg. Oleg entre dans Kiev en conquérant. Il rassemble les habitants et fait une déclaration qui résonnera à travers les siècles. Que Kiev soit la mère de toutes les villes russes. Ce n'est pas qu'une formule rhétorique, c'est un programme politique. Oleg ne veut pas simplement gouverner Kiev comme une cité parmi d'autres. Il veut en faire le centre d'un nouvel empire qui unira toutes les terres slaves sous une seule autorité. Kiev sera la capitale, le cœur battant d'un État qui s'étendra de la Baltique à la mer Noire. Prendre Kiev n'est que le début. Maintenant, Oleg doit consolider son pouvoir et étendre son empire. Les années qui suivent, 882 sont marquées par une série de campagnes militaires méthodiques. Oleg sait qu'il ne peut pas simplement conquérir par la force. Il doit aussi savoir gouverner, administrer, maintenir la loyauté de ses sujets. Sa stratégie combine intelligence militaire et habileté politique. En 883, il soumet les Drevliens, une tribu slave puissante qui vit dans les forêts à l'ouest de Kiev. Les Drevliens sont des guerriers redoutables, mais ils ne peuvent pas résister à l'armée bien organisée d'Oleg. Ils acceptent de payer un tribut et de reconnaître son autorité. L'année suivante, en 884, Oleg se tourne vers le nord-est et soumet les Sévériens. Ces derniers payaient déjà un tribut aux Khazars, un puissant khanat turco-mongol qui contrôle les steppes au sud et à l'est. Oleg ne se contente pas de conquérir les Sévériens. Il leur offre un marché. Pourquoi payer un tribut lourd aux Khazars quand vous pouvez payer un tribut léger à moi? Les Sévériens acceptent. C'est une victoire brillante qui affaiblit les Khazars sans même livrer bataille. Oleg continue son expansion. Les Radimichèzes, qui vivent le long de la rivière Soj, tombent sous son contrôle. Puis les Viatichès, plus à l'est. Chaque nouvelle conquête renforce son pouvoir et élargit son empire. Mais Oleg ne se contente pas de conquérir. Il construit aussi. Il établit un système de gouvernement qui combine les traditions varegs et slaves. Il garde les élites locales en place quand elles se montrent loyales. Il impose des tribus, mais des tribus calculées pour ne pas provoquer de révolte. Il protège les routes commerciales, ce qui enrichit à la fois les marchands et son propre trésor. Sa stratégie envers les différentes tribus et peuples sous son contrôle est remarquablement sophistiquée pour l'époque. Il ne cherche pas à effacer les identités locales ou à imposer une culture uniforme. Les slaves peuvent garder leurs coutumes, leurs dieux, leur langue. Tant qu'ils paient le tribut, reconnaissent son autorité et ne causent pas de troubles. Cette flexibilité culturelle est une des clés de son succès. Les Vikings qui ont conquis l'Europe occidentale ont souvent essayé d'imposer leur culture par la force. Oleg, lui, comprend que la force seule ne suffit pas pour gouverner un empire aussi vaste et diversifié. Il laisse les populations locales vivre comme elles veulent, tant qu'elles obéissent à ses lois. Pendant ce temps, les Varegs, qui composent l'élite de son armée, commencent eux-mêmes à se slaviser. Ils apprennent la langue slave. Ils épousent des femmes slaves. Leurs enfants grandissent en parlant autant le slave que le norrois. C'est une fusion culturelle qui créera, avec le temps, un peuple nouveau, les Russes. Kiev devient une métropole florissante. Les marchands affluent de toute l'Europe et de l'Orient. On peut y acheter des fourrures de Novgorod, de l'ambre de la Baltique,
des esclaves des steppes, du miel et de la cire des forêts, des armes forgées par les meilleurs artisans. Et tout cela transite par le Dniepr vers le sud, vers Constantinople, la ville des rêves. Constantinople, Miklagarde, comme l'appellent les Vikings, la grande cité. C'est la capitale de l'Empire byzantin, la ville la plus riche et la plus puissante du monde chrétien. Ses murs sont imprenables, ses églises brillent d'or et de mosaïques, ses marchés regorgent de richesses venues de toute la terre. Pour un guerrier viking, conquérir Constantinople est le rêve ultime. Pour un marchand, y commercer librement est la garantie d'une fortune immense. Oleg regarde vers le sud et se prépare. Les relations entre les Russes et les Byzantins ont toujours été compliquées. Les Russes veulent commercer avec Constantinople. Les Byzantins veulent les marchandises du Nord, les fourrures, l'ambre, les esclaves, le miel. Mais ils se méfient aussi de ces barbares du Nord. Les Russes ont déjà attaqué Constantinople en 860, sous Askold et Dir. Les Byzantins n'ont pas oublié. Au fil des années, des tensions s'accumulent. Des marchands russes sont maltraités à Constantinople. Des navires sont saisis. Des accords sont rompus. Oleg décide qu'il est temps de montrer aux Byzantins qu'ils ne peuvent plus traiter les Russes comme des barbares insignifiants. En 907, Oleg lance la plus grande expédition militaire jamais organisée par les Russes contre l'Empire byzantin. C'est une opération d'une ampleur stupéfiante. Il rassemble une flotte de 2000 navires. Chaque navire transporte 40 guerriers. Cela fait 83 000 hommes, une armée gigantesque pour l'époque. C'est plus que la population de beaucoup de villes européennes. Pour assembler une telle force, Oleg mobilise toutes les tribus sous son contrôle. Des Varegs de Novgorod, des Slaves de Kiev, des guerriers des forêts et des steppes, tous unis sous ses bannières. La flotte descend le Dniepr jusqu'à la mer Noire, puis longe la côte vers Constantinople. Les Byzantins voient arriver cette armada avec terreur. 2000 navires, c'est un horizon entier couvert de voiles et de rames. Les messagers galopent vers Constantinople pour avertir l'empereur. L'empereur Léon VI, surnommé lui aussi le Sage, prend immédiatement des mesures défensives. Il fait fermer les portes de la ville et baisser l'énorme chaîne qui barre l'entrée de la Corne d'Or, le port naturel de Constantinople. Cette chaîne, tendue entre deux tours, est une des défenses les plus ingénieuses de la ville. Aucun navire ne peut entrer dans la Corne d'Or tant que la chaîne est en place. Pendant que la ville se barricade, les guerriers d'Oleg débarquent dans les faubourgs et commencent à les piller. Les chroniques rapportent des scènes de violence terribles. Des églises brûlent, des palais sont saccagés, des habitants sont tués ou capturés. Oleg laisse ses hommes se déchaîner. C'est calculé. Il veut que les Byzantins voient ce qui les attend s'ils refusent de négocier. Mais prendre les faubourgs n'est pas prendre la ville. Constantinople est protégée par les murailles théodosiennes, les fortifications les plus impressionnantes du monde médiéval. Triple ligne de murs, tours massives, fossés profonds. Ces murs ont repoussé des dizaines d'armées au fil des siècles. Oleg sait qu'un assaut frontal serait un massacre. C'est alors qu'il dévoile un plan qui deviendra légendaire. Oleg ordonne à ses hommes de faire sortir les navires de l'eau. Puis il fait fabriquer des milliers de roues. Les navires sont montés sur ces roues, transformés en véhicules terrestres géants. Les chroniques racontent qu'Oleg attendit un vent favorable, puis fit déployer les voiles. Poussés par le vent, les navires sur roues se mirent en mouvement. 2000 navires avançant sur la terre ferme, leurs voiles gonflées, se dirigeant vers les murailles de Constantinople. C'est une vision apocalyptique. Les Byzantins, depuis les remparts, voient déjà cette flotte impossible glisser vers eux sur la terre. La panique s'empare de la ville. Est-ce que cette histoire est vraie? Les historiens débattent encore. Aucune source byzantine ne mentionne cet événement précis. Certains pensent que c'est une légende, une exagération des chroniqueurs slaves pour glorifier Oleg. D'autres croient qu'il y a un fond de vérité. Peut-être pas 2000 navires, mais assez pour impressionner les Byzantins. Ce qui est certain, c'est que les Byzantins ont négocié. Face à cette démonstration de force extraordinaire, face aux faubourgs en flammes, face à une armée de 81 000 hommes, l'empereur Léon décide qu'il vaut mieux payer que combattre. Les négociations aboutissent rapidement. Les Byzantins offrent un tribut massif.
12 grivnas d'argent par navire. Pour 2000 navires, cela fait 24 000 grivnas, une fortune colossale. Mais ce n'est pas tout. Oleg ne se contente pas d'or et d'argent. Il veut un traité en bonne et due forme, un accord qui reconnaisse les Russes comme des partenaires égaux de Byzance. Pour marquer sa victoire, Oleg accomplit un geste symbolique qui entrera dans la légende. Il fait clouer son bouclier aux portes de Constantinople, c'est un acte lourd de signification. Chez les Vikings, accrocher son bouclier sur les murs d'une ville conquise est un signe de domination. Oleg ne se contente pas de partir avec un tribut. Il veut que tout le monde sache que c'est lui qui a dicté ses conditions à l'Empire byzantin. Certains historiens ont interprété ce geste différemment. Ils suggèrent que clouer un bouclier pouvait aussi être un signe de paix chez les Vikings, une façon de montrer qu'on range ses armes et qu'on accepte de négocier. Mais dans le contexte de la campagne de 907, avec les faubourgs en ruine et les Byzantins payant un tribut, il est clair que c'est surtout un geste de triomphe. Oleg rentre à Kiev chargé de richesses. Or, argent, soieries, vêtements précieux, objets d'art byzantins. Sa victoire est totale. Mais le plus important n'est pas le butin, c'est le message qu'il a envoyé. La Rus de Kiev n'est plus une collection de tribus barbares, c'est un État puissant qui peut défier l'empire le plus fort du monde. Mais Oleg sait que la vraie victoire n'est pas dans le pillage. Les richesses s'épuisent. Ce qu'il veut, c'est un accès permanent au marché byzantin. Il veut que les marchands russes puissent commercer librement à Constantinople sans craindre d'être arnaqués ou expulsés. En 911, des ambassadeurs russes arrivent à Constantinople pour négocier un traité formel. Ce document est remarquable. C'est le premier traité international de l'histoire russe qui nous soit parvenu. Et il est d'une sophistication étonnante. Le traité commence par établir les termes du commerce. Les marchands russes peuvent désormais entrer librement dans Constantinople. Ils reçoivent même un quartier spécial dans les faubourgs de la ville où ils peuvent s'installer. Pendant 6 mois chaque année, ils peuvent vivre là, stocker leurs marchandises, négocier avec les marchands byzantins. Les Byzantins leur fournissent même de la nourriture et d'autres provisions pendant leur séjour. C'est un privilège extraordinaire. Aucune autre nation barbare ne bénéficie d'un tel traitement. Les Byzantins traitent généralement les étrangers avec mépris. Mais après la démonstration de force d'Oleg, ils n'ont pas le choix. Le traité va bien au-delà du simple commerce. Il établit des règles détaillées pour régler les conflits entre Russes et Byzantins. Que se passe-t-il si un Russe tue un Byzantin, ou vice-versa? Le meurtrier sera jugé selon les lois de son propre pays. Que se passe-t-il si un navire russe fait naufrage près des côtes byzantines? Les Byzantins doivent aider à sauver l'équipage et les marchandises, et les renvoyer en Russie. Le traité prévoit même des dispositions pour les Russes qui veulent s'engager comme mercenaires dans l'armée byzantine. C'est important car, à cette époque, de nombreux Vikings servent dans ce qui deviendra plus tard la fameuse garde Vareg, l'élite des forces impériales byzantines. Ce traité de 911 est un triomphe diplomatique pour Oleg. Il transforme les Russes de pillards craints en partenaires commerciaux respectés. La Rus de Kiev entre officiellement dans le concert des nations civilisées. Constantinople, la capitale du monde chrétien, reconnaît Kiev comme un égal. Oleg a réussi là où tant d'autres ont échoué. Il a forcé l'Empire byzantin, le plus puissant État de son temps, à traiter avec lui d'égal à égal. Ce n'est pas par hasard qu'on le surnomme le sage. Sa sagesse n'est pas celle d'un philosophe, mais celle d'un stratège qui comprend que la vraie puissance ne vient pas seulement de la force militaire, mais aussi de la diplomatie et du commerce. Entre ses campagnes militaires et ses négociations avec Byzance, Oleg construit aussi les structures qui permettront à la Rus de Kiev de survivre après lui. Il ne se contente pas de conquérir. Il organise, administre, établit des lois et des institutions. La Rus de Kiev qu'il crée n'est pas un État au sens moderne. C'est plutôt une confédération lâche de villes et de territoires unis par la reconnaissance d'une autorité commune, celle d'Oleg et de la dynastie Riourikide. Chaque ville importante garde une certaine autonomie. Les tribus slaves conservent leurs coutumes locales, mais toutes acceptent de payer le tribut à Kiev et de fournir des hommes pour l'armée en temps de guerre. Oleg établit un système de collecte du tribut qui deviendra la base de l'économie russe pendant des siècles.
Chaque automne, le prince de Kiev et sa Drouzina, sa bande de guerriers d'élite, quittent la capitale pour faire le tour des terres sous leur contrôle. C'est ce qu'on appelle le polyudie, la tournée du tribut. Le prince visite chaque ville, chaque village, et collecte les taxes en nature, fourrure, miel, cire, grains, esclaves. Ce système a un double objectif. D'abord, évidemment, il remplit les coffres du prince, mais il sert aussi à maintenir l'autorité centrale. La visite annuelle du prince rappelle à tous qui est le maître. C'est un rituel de pouvoir autant qu'une collecte de taxes. Le tribut collecté ne reste pas à Kiev. Une grande partie est revendue aux marchands byzantins. C'est l'autre pilier de l'économie de la Rus de Kiev, le commerce à longue distance. Kiev est le point de passage obligé pour les marchandises qui vont du nord au sud. Les fourrures de Novgorod passent par Kiev avant d'être vendues à Constantinople. Les soieries et les épices de Byzance passent par Kiev avant d'être distribuées dans le nord. Oleg protège farouchement cette route commerciale. Il construit des forts le long du Dniepr pour protéger les marchands contre les nomades des steppes. Il négocie avec les Khazars pour s'assurer que les caravanes peuvent passer en sécurité. Il maintient des relations cordiales avec les peuples finnois du Nord pour garantir l'approvisionnement en fourrure. Cette position stratégique de Kiev explique pourquoi Oleg a fait de cette ville sa capitale. Novgorod est plus proche de ses racines varègues, mais Kiev contrôle la route commerciale. Et au Moyen-Âge, contrôler le commerce, c'est contrôler la richesse. Et contrôler la richesse, c'est contrôler le pouvoir. Oleg attire aussi des artisans et des marchands étrangers à Kiev. Des Grecs, des Arméniens, des Juifs, des Arabes, tous viennent s'installer dans la capitale pour profiter de cette position commerciale privilégiée. Kiev devient une ville cosmopolite, un carrefour de cultures et de langues. La religion pose un défi particulier. Les Varègues sont païens, adorant Thor, Odin et les autres dieux scandinaves. Les Slaves ont leur propre divinité. Perron, le dieu du tonnerre, Vélès, le dieu du bétail, et d'autres. Les Khazars au sud sont convertis au judaïsme. Les Byzantins sont chrétiens orthodoxes. Les Bulgares de la Volga sont musulmans. Oleg ne cherche pas à imposer une religion unique. C'est un pragmatique. Il honore les dieux varègues, mais il respecte aussi les dieux slaves. Quand il traite avec les Byzantins, il jure sur leurs dieux et les siens. Cette tolérance religieuse est une autre clé de son succès. Elle lui permet de gouverner un empire multiethnique sans provoquer de guerre religieuse. Pourtant, les graines de la christianisation sont déjà plantées. Les contacts avec Byzance exposent les Russes à la religion chrétienne. Certains marchands se convertissent pour faciliter leurs affaires avec Constantinople. Des prêtres grecs commencent à s'installer à Kiev. Le processus sera lent, mais inévitable. Moins d'un siècle après la mort d'Oleg, son arrière-petit-fils Vladimir convertira toute la Russe au christianisme orthodoxe. Les années passent. Oleg vieillit. Il a régné pendant plus de 30 ans, de 879 à 912. 33 ans à combattre, négocier, gouverner. Il a transformé une petite principauté nordique en un empire qui s'étend de Novgorod à Kiev, de la Baltique à la mer Noire. Il a forcé Constantinople à reconnaître la Rus de Kiev comme un égal. Il a établi les fondations sur lesquelles ses successeurs bâtiront. Mais la mort le guette, comme elle guette tous les hommes. Et la mort d'Oleg est entourée d'une légende qui en dit long sur comment les Russes se souviendront de lui. Selon la chronique des temps passés, un jour, Oleg consulte des mages pour connaître son destin. Les devins lui annoncent une prophétie troublante. Sa mort viendra de son cheval préféré. Oleg écoute cette prédiction avec un mélange d'inquiétude et de scepticisme. Que faire face à une telle prophétie? Oleg aime profondément ce cheval. C'est son compagnon de bataille depuis des années. Ils ont chargé ensemble sur une centaine de champs de bataille. Mais peut-il ignorer l'avertissement des mages? Oleg décide de se séparer de son cheval. Il ordonne à ses palefreniers de l'emmener, de lui donner les meilleurs soins, de le nourrir avec le meilleur grain, de s'assurer qu'il ne manque de rien. Mais il ne le montera plus jamais. Les années passent. Oleg remporte d'autres victoires. Il négocie le grand traité avec Byzance en 911. Il gouverne son empire avec sagesse. Et un jour, de retour d'une campagne ou d'un voyage,
il se souvient soudain de son cheval. Il appelle son écuyer en chef et demande « Que sont devenus mon vieux destrier? Comment va-t-il » L'écuyer baisse les yeux. « Hélas, monseigneur, ton cheval Héphaïstos est mort il y a plusieurs années, pendant que tu étais en guerre contre les Grecs. » Oleg éclate de rire. « Ces mages, ces charlatans, ils m'ont fait peur avec leurs prophéties stupides. Mon cheval est mort et je suis bien vivant. Je veux voir où il est enterré. Allons-y. » L'écuyer essaie de le dissuader, mais Oleg insiste. Il chevauche jusqu'à l'endroit où les restes du cheval ont été laissés, dans une clairière hors de la ville. Tout ce qui reste, ce sont des os blanchis par le soleil. Oleg descend de cheval et s'approche du crâne. Il le regarde un moment, puis, d'un geste de défi, pose son pied dessus. « Devais-je vraiment avoir peur de toi ?» dit-il en riant. À cet instant, une vipère sort du crâne du cheval et mord Oleg à la jambe. Le venin agit vite. Oleg tombe malade. Malgré tous les soins des guérisseurs, malgré tous les remèdes, la fièvre le consume. Quelques jours plus tard, en 912, Oleg meurt, accomplissant ainsi la prophétie. Cette histoire est-elle vraie? Probablement pas dans ses détails. Les prophéties auto-réalisatrices et les morts ironiques sont un thème classique des légendes médiévales. Mais l'histoire en dit long sur comment les Russes percevaient Oleg. D'abord, elle confirme sa réputation de sage. Même quand il choisit d'ignorer la prophétie, il ne néglige pas complètement son cheval. Il s'assure que l'animal sera bien traité. C'est un homme qui respecte les anciennes coutumes et les avertissements des dieux. Ensuite, elle montre son côté humain. Oleg n'est pas un héros invincible. Il peut être touché par l'ironie du destin. Sa mort vient de ce qu'il aimait le plus, son fidèle destrier. C'est tragique et poétique à la fois. Enfin, l'histoire établit un parallèle entre Oleg et les héros de la mythologie nordique. Les sagas scandinaves sont remplies d'histoires de héros qui tentent d'échapper à leur destin, seulement pour le rencontrer exactement là où ils pensaient être en sécurité. Oleg s'inscrit dans cette tradition épique. Oleg meurt en 912, laissant derrière lui un héritage qui façonnera l'histoire de l'Europe orientale pour des siècles. Igor, le fils de Riourik, qu'Oleg a protégé depuis l'enfance, devient prince de Kiev. Igor tentera de marcher dans les traces d'Oleg, menant ses propres campagnes contre Constantinople. Mais il ne réussira jamais à égaler les succès de son tuteur. Le vrai héritage d'Oleg ne se mesure pas en batailles gagnées ou en territoires conquis. Il se mesure dans les institutions qu'il a créées et dans l'État qu'il a fondé. Avant Oleg, les Slaves de l'Est vivaient en tribus dispersées, constamment en guerre les unes contre les autres. Après Oleg, ils forment un État unifié, capable de négocier d'égal à égal avec les puissances les plus grandes de son temps. Avant Oleg, Kiev était une ville parmi d'autres. Après Oleg, c'est la mère des villes russes, le centre d'un empire qui durera des siècles. Avant Oleg, les Varegs et les Slaves étaient des peuples séparés. Sous son règne, ils commencent à fusionner pour créer quelque chose de nouveau, le peuple russe. La Russe de Kiev qu'Oleg a fondée survivra jusqu'à l'invasion mongole du XIIIe siècle. Pendant ces 3 siècles, elle sera l'un des États les plus puissants et les plus prospères d'Europe. Ces princes épouseront des princesses françaises, norvégiennes, byzantines. Ces marchands feront du commerce de la Scandinavie à l'Asie centrale. Ces villes brilleront de richesse et de culture. Quand Vladimir, l'arrière-petit-fils d'Igor, convertira la Russe au christianisme orthodoxe en 988, il le fera en grande partie grâce aux relations avec Byzance qu'Oleg a établies. Les prêtres grecs qui convertiront les Russes viendront par les routes commerciales qu'Oleg a sécurisées. Les églises de Kiev seront construites avec l'or et l'argent du commerce, avec Constantinople qu'Oleg a rendu possible. La dynastie des Riurikides, que Riourik a fondée et qu'Oleg a consolidée, régnera sur la Russie pendant plus de 700 ans. De 862 à 1598, chaque prince, chaque grand prince, chaque tsar russe descendra de cette lignée. Ivan le Terrible, au XVIe siècle, se réclamera encore de l'héritage de Riourik et d'Oleg. Même après la chute de Kiev et la fragmentation de la Russe en principautés rivales, même après l'invasion mongole et les siècles sombres qui suivront, le souvenir d'Oleg restera vivant. Il deviendra un symbole de l'âge d'or, du temps où la Russe était unie et puissante. Au XIXe siècle, le grand poète russe Alexandre Pouchkine
immortalisera Oleg dans un poème célèbre, Le chant du prophète Oleg. Rimsky-Korsakov composera une cantate basée sur cette légende. Des peintres russes créeront des tableaux glorieux montrant Oleg clouant son bouclier aux portes de Constantinople. Pourquoi cette fascination pour Oleg? Parce qu'il représente quelque chose de fondamental dans l'identité russe. Il est le fondateur, le bâtisseur, l'homme qui a créé quelque chose à partir de rien. Il est aussi le guerrier sage, celui qui sait quand combattre et quand négocier. Dans l'histoire russe moderne, 3 villes se disputent l'honneur d'être son lieu de sépulture. Novgorod, Kiev et Ladoga revendiquent toute la tombe d'Oleg. Cette dispute elle-même en dit long. Oleg appartient à toute la Russie, pas à une seule ville. Qu'est-ce que l'histoire d'Oleg peut nous apprendre aujourd'hui, plus de 1000 ans après sa mort? D'abord, elle nous rappelle que les grands changements historiques sont rarement le fait de forces impersonnelles. Oui, les conditions économiques et sociales de l'Europe orientale du IXe siècle rendaient possible la formation d'un État. Mais il a fallu un homme exceptionnel pour transformer cette possibilité en réalité. Sans Oleg, les tribus slaves seraient peut-être restées divisées, incapables de résister aux invasions venues des steppes ou de profiter des opportunités commerciales offertes par la route vers Byzance. C'est Oleg qui a eu la vision d'un État unifié et la volonté de le créer. Ensuite, l'histoire d'Oleg montre l'importance de combiner force militaire et habileté diplomatique. Oleg était un guerrier redoutable, capable de mener des campagnes militaires audacieuses. Mais il savait aussi quand ranger l'épée et sortir les parchemins. Sa plus grande victoire n'est pas la prise de Kiev ou le siège de Constantinople. C'est le traité de 911 qui a transformé la Russe de nation barbare en partenaire commercial respecté. L'histoire d'Oleg illustre aussi l'importance de la flexibilité culturelle et religieuse. Oleg n'a pas essayé d'imposer la culture varègue aux slaves ou vice-versa. Il a laissé les deux cultures coexister et fusionner naturellement. Cette tolérance a permis de construire un État stable dans une région multiculturelle. Enfin, Oleg nous rappelle que l'héritage d'un dirigeant se mesure non pas à ce qu'il accomplit de son vivant, mais à ce qu'il laisse derrière lui. Oleg a créé des institutions qui ont survécu des siècles après sa mort. Il a établi une capitale qui est devenue le centre de la civilisation russe. Il a ouvert des routes commerciales qui ont enrichi des générations de marchands. Il a forgé une identité nationale qui existe encore aujourd'hui. L'histoire ne se termine pas avec la mort d'Oleg en 912. Elle continue dans la façon dont les générations successives se sont souvenues de lui et l'ont réinterprété. Pour les Russes du Moyen Âge, Oleg était un héros presque mythique. Les chroniqueurs monastiques qui ont préservé son histoire n'avaient accès qu'à des souvenirs fragmentaires, souvent embellis par des siècles de tradition orale. Ils l'ont présenté comme un guerrier invincible, un négociateur rusé, un fondateur d'empire, bref, comme le modèle idéal du prince russe. Cette image a été renforcée par le fait qu'Oleg, contrairement à beaucoup de ses successeurs, est mort au sommet de sa gloire. Il n'a pas été tué dans une bataille désastreuse ou assassiné par des rivaux. Il a régné pendant 33 ans, accompli tout ce qu'il s'était fixé, puis est mort d'une façon qui semblait confirmer son caractère exceptionnel. Même sa mort était digne d'une saga. Pour les nationalistes russes du XIXe et du début du XXe siècle, Oleg devenait un symbole de la grandeur russe originelle. À une époque où la Russie cherchait à affirmer son identité face à l'Europe occidentale, Oleg prouvait que les Russes avaient leur propre tradition de grandeur militaire et de sophistication politique. Ils n'avaient en fait pas besoin d'importer des modèles occidentaux, ils avaient leurs propres héros. Cette interprétation a créé des tensions avec les historiens ukrainiens qui, eux, revendiquent Oleg comme faisant partie de l'histoire ukrainienne. Après tout, Kiev, la capitale d'Oleg, est aujourd'hui la capitale de l'Ukraine. La Russe de Kiev n'était pas la Russie moderne. C'était un État multinational dont les héritiers incluent non seulement la Russie, mais aussi l'Ukraine et la Biélorussie. Cette dispute sur l'héritage d'Oleg n'est pas qu'académique. Elle touche à des questions profondes d'identité nationale et de légitimité historique. Qui peut revendiquer Oleg comme ancêtre? Les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses, tous les trois? La vérité, c'est qu'Oleg appartient à tous ces peuples. Il a vécu à une époque où ces nations modernes n'existaient pas. La Russe de Kiev était quelque chose de différent,
un État médiéval multinational et multiculturel qui a servi de berceau à plusieurs nations modernes. Pour vraiment comprendre l'importance d'Oleg, il faut voir comment la Rus de Kiev a évolué après lui. Son successeur immédiat, Igor, a essayé de maintenir les politiques d'Oleg. Il a organisé une campagne contre Constantinople en 941, mais celle-ci s'est terminée en désastre. Les Byzantins ont utilisé le feu grégeois, leur arme secrète, pour brûler la flotte russe. Igor a dû battre en retraite avec des pertes énormes. Ce n'est qu'en 944 qu'Igor a réussi à négocier un nouveau traité avec Byzance, moins favorable que celui qu'Oleg avait obtenu en 911. En 945, Igor est mort tué par les Drevliens qu'il avait essayé de taxer trop lourdement. Sa mort montre les limites de ce qu'un prince pouvait exiger de ses sujets. C'est Olga, la veuve d'Igor, qui a vraiment consolidé l'œuvre d'Oleg. Elle a régné comme régente pour son fils Sviatoslav et s'est avérée être une dirigeante remarquable. Elle a vengé la mort de son mari en massacrant les Drevliens avec une cruauté légendaire. Elle a ensuite organisé un système fiscal plus rationnel pour éviter les révoltes futures. Et surtout, elle s'est convertie au christianisme lors d'une visite à Constantinople en 957, ouvrant la voie à la christianisation de toute la Russe. Sviatoslav, le fils d'Olga, était un guerrier dans le moule d'Oleg. Il a mené des campagnes audacieuses contre les Khazars, détruisant leur khanat et ouvrant les steppes du sud à l'expansion russe. Il a combattu en Bulgarie, cherchant à étendre l'influence russe jusqu'au Danube. Mais ses ambitions l'ont mené trop loin. En 972, il a été tué par des nomades petchenègues lors de son retour à Kiev. C'est finalement Vladimir, le petit-fils d'Igor et le fils illégitime de Sviatoslav, qui a achevé ce qu'Oleg avait commencé. En 988, Vladimir a converti toute la Russe de Kiev au christianisme orthodoxe. Ce n'était pas juste une conversion religieuse, c'était une transformation culturelle complète qui a lié la Russe à la civilisation byzantine et au monde chrétien. Vladimir a épousé Anna, la sœur des empereurs byzantins. C'était un honneur extraordinaire pour un prince barbare. Cela montrait jusqu'où la Russe était montée depuis l'époque d'Oleg. D'un État à peine reconnu, Kiev était devenu un partenaire prestigieux, digne de s'allier par mariage avec la famille impériale. Sous Yaroslav le Sage, qui a régné de 1019 à 1054, la Russe de Kiev a atteint son apogée. Kiev rivalisait avec Constantinople pour sa beauté et sa richesse. La cathédrale Sainte-Sophie, construite par Yaroslav, était l'une des plus grandes et des plus magnifiques églises de toute la chrétienté. Les filles de Yaroslav ont épousé les rois de France, de Norvège et de Hongrie. Mais après Yaroslav, la Rus de Kiev a commencé à se fragmenter. Le système de succession russe, qui divisait les terres entre tous les fils du prince, créait une multiplication de principautés rivales. Chaque génération voyait l'État se diviser davantage. Au XIIe siècle, la Rus de Kiev n'était plus un État unifié, mais une collection de principautés indépendantes qui se faisaient constamment la guerre. Puis, en 1240, les Mongols sont arrivés. Les armées de Batu Khan, petit-fils de Genghis Khan, ont balayé la Rus de Kiev. Kiev elle-même a été saccagée et brûlée. La plupart de ses habitants ont été tués ou emmenés en esclavage. Les Mongols ont établi leur domination sur toutes les principautés russes, exigeant tribut et obéissance. Cette catastrophe a marqué la fin de la Rus de Kiev en tant qu'État unifié. Mais elle n'a pas détruit l'héritage d'Oleg. Au contraire, pendant les siècles sombres de la domination mongole, le souvenir de la grandeur passée de Kiev est devenu encore plus important. C'était un rappel que les Russes avaient été grands autrefois et pouvaient le redevenir. C'est la principauté de Moscou qui a finalement réuni les terres russes et secoué le joug mongol au XVe siècle. Les princes de Moscou se sont présentés comme les héritiers légitimes de la Rus de Kiev et de la dynastie des Ryurikides. Ils ont revendiqué Oleg comme leur ancêtre et Kiev comme leur capitale ancestrale. Quand Ivan III a épousé Sophie Paléologue, nièce du dernier empereur byzantin, en 1472, il a établi Moscou comme la troisième Rome, héritière de Constantinople. C'était l'aboutissement d'un processus commencé par Oleg 5 siècles plus tôt, quand il avait forcé Constantinople à reconnaître la Rus comme un égal.
Plus de 100 ans se sont écoulés depuis qu'Oleg a cloué son bouclier aux portes de Constantinople. Le monde a changé au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Les empires qu'il connaissait, Byzance, les Khazars, les Bulgares, ont tous disparu. Même la Russe de Kiev qu'il a fondée n'existe plus en tant que telle. Pourtant, l'héritage d'Oleg persiste. Kiev, qu'il a proclamé « mère des villes russes », est toujours une grande capitale. Les peuples qu'il a unis, Varegs et Slaves, ont fusionné pour créer les nations russes, ukrainiennes et biélorusses d'aujourd'hui. Les routes commerciales qu'il a sécurisées sont devenues les autoroutes et les voies ferrées qui relient encore l'Europe du Nord à la mer Noire. Oleg le Sage n'était pas un saint. Il était un guerrier brutal qui a conquis par l'épée et gouverné par la peur autant que par le respect. Il a tué des rivaux, soumis des peuples, brûlé des villes. Ses méthodes étaient celles de son époque, l'âge sombre du haut Moyen-Âge, quand la vie était courte et la violence omniprésente. Mais il était aussi un visionnaire qui a vu au-delà des divisions tribales et des guerres sans fin. Il a imaginé un État unifié qui pourrait transformer les ressources de l'Europe orientale en richesse et en pouvoir. Il a eu le génie de placer sa capitale à Kiev, au carrefour des routes commerciales. Il a eu la sagesse de négocier avec Byzance plutôt que de simplement piller. Il a eu la tolérance de laisser différentes cultures et religions coexister sous son règne. Ses qualités, vision stratégique, habileté diplomatique, tolérance culturelle, ont fait de lui un fondateur d'empire dans le vrai sens du terme. Pas seulement quelqu'un qui conquiert des terres, mais quelqu'un qui crée des institutions durables et forge une identité commune. Quand Oleg est entré dans Kiev en 882 et a proclamé que Kiev soit la mère de toutes les villes russes, il ne se contentait pas de conquérir une ville, il fondait une nation. Une nation qui, malgré toutes les catastrophes et transformations des siècles suivants, existe encore aujourd'hui. C'est ça, l'héritage d'Oleg le Sage. Pas les batailles qu'il a gagnées ou les richesses qu'il a accumulées, mais la nation qu'il a créée. Une nation qui se souvient encore de lui, 11 siècles plus tard, comme du sage fondateur qui a transformé des tribus dispersées en un empire puissant. La légende raconte qu'Oleg est mort mordu par un serpent, accomplissant une prophétie qu'il avait essayé d'éviter. Mais la vraie immortalité d'Oleg ne réside pas dans les légendes. Elle réside dans le fait que chaque fois qu'on parle de l'histoire russe, on commence avec lui. Chaque fois qu'on évoque Kiev comme berceau de la civilisation russe, on invoque son nom. Chaque fois qu'on rappelle le temps où la Russe était unie et puissante, on pense à lui. Oleg le Sage a vécu il y a plus de 1000 ans. Mais tant qu'on racontera l'histoire de la Russie, tant qu'on se souviendra de Kiev comme la mère des villes russes, Oleg vivra dans la mémoire collective. C'est la vraie sagesse qu'il nous a léguée. Non pas comment éviter la mort, mais comment construire quelque chose qui survive à la mort, quelque chose qui dure à travers les siècles, quelque chose qui mérite qu'on s'en souvienne. Cet éditeur moderne structure votre contenu en blocs. Chaque paragraphe devient un bloc séparé qui peut être exporté en JSON. Cliquez sur un bloc pour l'éditer, utilisez les boutons pour ajouter ou supprimer des blocs.